Bonjour, eh ben, on va pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous d'être si nombreux pour ce premier cours de cinéma de notre programme Hong Kong qui a démarré ce mercredi jusqu'au 7 juillet. On est très très heureux de pouvoir inaugurer ce programme avec des beaux films, des belles personnes. Ça, donc Charles Tesson est critique et historien du cinéma. Et Olivier Assayas, vous êtes scénariste, réalisateur et vous avez également été critique au Cahier jusqu'en 85. Alors, vous n'êtes pas parti sans rien. Vous le dites d'ailleurs dans ce numéro. Il y a déjà des gens, des pionniers qui ont un peu défriché le cinéma de Hong Kong. Vous mentionnez notamment Serge Danet, bien sûr. Et puis d'autres personnes, des distributeurs, René Château, vous parliez des frères Armanet. Donc il y a déjà des gens qui ont un petit peu défriché. Je voulais vous demander juste en préambule, quand vous êtes parti à Hong Kong, qu'est-ce que vous connaissiez déjà de ce cinéma-là? Est-ce que chacun d'entre vous pouvait me citer un ou deux films qui vous ont marqué, qui vous ont ouvert des perspectives? Moi j'aimerais bien, pardon, c'est pas mon genre d'habitude, mais j'aimerais bien commencer juste pour replacer tout ça dans son contexte et de façon aussi à ce que Charles puisse compléter là où ma mémoire serait imprécise. On est en effet en 84, au tout début de la découverte en Occident du cinéma chinois. J'utilise volontairement le terme découverte dans le sens où on ignorait l'existence du cinéma chinois et grosso modo de à quoi il pourrait bien ressembler. Et c'est seulement en 80 quand Marco Müller 82 Turin, c'est 82. Donc c'est seulement en 82 que Marco Müller, à l'époque jeune cinéphile italien, présente au Festival du jeune cinéma de Turin une sélection de films chinois qui provoque la stupéfaction, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu des films qui se sont faits, des films de studio qui se sont faits à Shanghai dans les années 30, qu'il y a également un cinéma qui persiste pendant la période maoïste, à cette époque-là, à peine sortie de la révolution culturelle, qu'il y a un cinéma hongkongais, qu'il y a un cinéma moderne hongkongais, bref, qu'existe un continent de cinéma que jusqu'à présent on avait ignoré. Donc tout part littéralement de Turin 82, où je ne sais pas comment Marco Müller s'était procuré ces copies qui n'existaient pas en Occident. Donc il a dû convaincre les autorités chinoises de laisser sortir ces films et de les montrer dans un festival occidental. Ça n'a pas dû être facile. Et d'autant plus que c'était des films qui étaient... qui appartenait pour l'essentiel à une période qui n'était pas la période maoïste, qui était la période, encore une fois, du cinéma de Shanghai. Charles Tesson et moi-même, jeunes critiques à cette époque-là, sommes marqués de façon, j'ai envie de dire, presque indélébile par la découverte du cinéma chinois. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est comme la découverte d'un monde qui apparaît devant nos yeux et où on commence à recevoir des objets dont on ignore d'où ils sortent, dans quel contexte ils ont été faits, de quand ils datent, de qui en sont les auteurs. Est-ce qu'il y aurait possiblement une forme de politique des auteurs qu'on pourrait appliquer au cinéma chinois? Quelles sont les différences de fond entre le cinéma de Shanghai et le cinéma hongkongais et son histoire? Encore une fois, les quelques œuvres qu'on voyait, les premières qu'on a pu voir, c'était souvent les films les Bruce Lee qui étaient montrés sur les grands boulevards, dans un cinéma qui s'appelait le Hollywood Boulevard, dont le directeur était René Château, qui est le distributeur qui a révélé Bruce Lee au public français. Il y avait
il y avait A Touch of Zen de King Hu, qui avait été montré au Festival de Cannes comme une étrangeté absolue. C'est un film très long, complexe, abstrait, qui ne relevait d'aucune esthétique connue et qui était déjà le film d'un King Hu sur le déclin. Enfin, ou en tout cas perçu comme étant sur le déclin, c'est-à-dire ayant ses plus grands succès publics derrière lui. Donc, encore une fois, une connaissance fragmentaire, des trous béants, et le désir d'en savoir plus. Qu'est-ce qui fait que tout ça conduit au numéro spécial des Cahiers du cinéma? Ça tient d'abord au succès l'année précédente du numéro des Cahiers du cinéma qui était Made in USA. On avait réuni un groupe, une partie de la rédaction des Cahiers du cinéma qui avait été faire à Los Angeles un numéro qui, après la période gauchiste des Cahiers du cinéma, permettrait de renouer avec le cinéma international, en l'occurrence avec le cinéma américain. Ce numéro avait été un succès. Et donc Serge Soubiana, qui était le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à cette époque-là, était plutôt partant pour rééditer l'expérience avec le cinéma asiatique, avec Hong Kong, qui était, j'ai envie de dire, à la mode. Et qui était en particulier validé par quelqu'un qui était notre ami et qu'on regrette toujours, qui est Serge Danet, qui avait été lui-même à Hong Kong l'année précédente, avait rencontré des cinéastes hongkongais, s'était intéressé à ce qui se passait sur ce territoire, et qui a été lui aussi, même s'il n'était plus au Cahier du cinéma à cette époque-là, un interlocuteur, un soutien, un allié. Et donc, en fait, ça, c'était, j'ai envie de dire, les circonstances pratiques, matérielles qui ont fait que ce numéro a eu lieu, mais en réalité, ce qui a été moteur, ça a été notre passion, à Charles et à moi, non pas tant de remplir la case du Made in Asia, mais plutôt de donner toutes les clés dont on pouvait avoir besoin pour comprendre l'histoire, l'esthétique, les enjeux d'un continent de cinéma qui, encore une fois, n'était pas cartographié. Il y avait un projet dans ce numéro qui était un projet absolument pédagogique, qui était de donner aux critiques, aux journalistes, aux théoriciens de cinéma futurs toutes les clés pour situer l'histoire récente du cinéma chinois de manière à ce qu'elle puisse intégrer, être à sa place dans l'univers, j'ai envie de dire, dans la planète cinématographique de cette époque-là. Est-ce que ça te va, Charles Non, mais juste pour compléter brièvement, c'est vrai que le passage à l'acte concret, j'ai reçu de lettre d'invitation au Festival de Hong Kong. Je crois que c'est la première fois que Hong Kong, le festival, a invité quelqu'un des Cahiers. La première personne est allée à Hong Kong, le premier voyage, c'est Serge Danet, le journal de Hong Kong, 1980. Tu as rappelé la chose très importante, c'est 82, parce qu'il faut se souvenir qu'en Chine, après la chute de la bande des quatre et tout, c'est Deng Xiaoping, l'ouverture démocratique. Les films de Shanghai qui étaient interdits avant 48-49 étaient de nouveau accessibles. J'en ai vu, j'y étais à Turin avec Daniel ou l'intérim, Hubert Niogret de Positif. Donc là, ça nous a aidés indirectement, parce que je pense qu'on s'intéressait beaucoup aux films d'arts martiaux et de kung-fu. Mais aussi, on a découvert, mais très vite, parce que c'est dans le numéro, c'est-à-dire qu'il y a une tradition du cinéma de Hong Kong en cantonais, puis il y a des films qui parlent le pinyin, le mandarin. Et Hong Kong a été la terre d'exil, enfin, de King Hu et tant d'autres. Et donc, tout d'un coup, il y avait un chaînon manquant. Parce que quand on voyait du Wong Kar-wai mélodrame, on se dit, mais ça vient d'une tradition hongkongaise qui vient aussi de ceux qui sont venus de Chine travailler là-bas. Donc ça a été très utile d'avoir une connaissance du cinéma shanghaïen des années 30, de voir Fei Mu, Printemps d'une petite ville, qui va ensuite à Hong Kong, fait un premier film, meurt tout de suite.
tout ça, ce chaînon-là, c'est la part moins connue peut-être du cinéma d'Hong Kong par rapport au studio Shaw, par rapport aux arts martiaux, par rapport à la Nouvelle Vague, par rapport au John Woo, le polar, tout ça. Mais c'est quelque chose qui a été très important, parce qu'on l'a découvert aussi sur place avec les bouquins du catalogue, cinéma cantonais, le mélodrame cantonais, le film mandarin 46, etc. Et ça, on en parle un peu dans le numéro avec les compagnies de gauche leftistes, mais c'était important de comprendre. Donc effectivement, tout ça a fait. Mais on arrive à Hong Kong, on ne savait pas ce que serait le sommaire, quoi. Ah ben non, on l'a découvert. On l'a découvert, et encore une fois, juste pour rendre hommage là où il faut rendre hommage, c'est le travail du festival de Hong Kong, comment il s'appelle, Lee Chuk-to et Chukay, et Jerry Liu, qui ont fait des catalogues par genre du cinéma hongkongais à l'occasion du festival de Hong Kong, dans lesquels on a pioché sans vergogne. C'est-à-dire que tout le travail de terrain, d'analyse des films, de choix des objets, les biographies surtout. Les biographies de tous les cinéastes, parce que c'était des livres épais comme ça, en chinois et en anglais, où il y avait les films et surtout les biographies, ça c'était très précieux. Disons qu'ils ont fait un travail de mémoire absolument exceptionnel, et d'ailleurs c'est des catalogues qui devraient être réédités, parce que vraiment c'est des sommes sur la question, et qui évidemment c'est ces catalogues qui nous ont ouvert les yeux, et nous ont ouvert d'ailleurs toutes les portes. Et d'ailleurs, je crois que, parce que c'est vrai que c'est plus qu'un hors-série, hein, c'est quasiment déjà une petite Bible, et je crois que vous disiez que vous aviez même écrit encore plus, et que vous espériez en fait y intégrer un dictionnaire. Oui, c'était comme non seulement tu as fait le Made in USA, mais aussi, moi je ne connaissais pas l'histoire des cahiers quand je suis arrivé au cahier, enfin c'est une autre histoire, mais ils ont réédité des vieux Made in USA en 80-82, oui, c'est vrai, où il y avait un dictionnaire des cinéastes avec des commentaires et tout, et ça nous avait, je crois, marqué. On avait voulu faire ça pour le cinéma d'Hong Kong. On l'a fait un peu à la fin du numéro, mais pas autant qu'on voulait, sur tel cinéaste, tel comédien, sa biographie, qu'est-ce qu'il a fait, de dresser un peu toutes les générations qui ont fait le cinéma de Hong Kong depuis les années 30, de Ren Penyan par exemple, qui a commencé à faire des films d'arts martiaux dans les années 20 en Chine, qui a travaillé à Hong Kong après, enfin, etc. Quoi. Donc cette histoire-là... disons que par ailleurs, on avait une abondance de matériel, et ce qui fait qu'on était obligé d'utiliser un corps plus petit pour tout faire rentrer, etc. Donc c'est écrit beaucoup plus petit que le numéro des cahiers normaux. Alors moi, je voulais montrer quelque chose quand même, parce que c'est une œuvre rare. Alors là, dans le petit format, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je crois que c'est l'œuvre d'Olivier Assayas. On ne va pas bien voir, hein, mais il faudra regarder, ouvrir les cahiers. Hop là, mes feuilles tombent. Vous allez l'expliquer, Olivier, ça sera à vous l'expliquer mieux que moi, mais en fait, il y a tout un lien entre la généalogie des dynasties Shaolin et le cinéma. Alors, Olivier, il faut expliquer. C'est un peu une sorte de cartographie, de cartographie, je disais un peu univers Marvel, du kung-fu. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a passionné... Il y a du vrai, il y a du faux, mais il y a surtout du vrai quand même. Non, mais moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était de quelle manière le cinéma d'arts martiaux chinois se nourrissait à la fois de la littérature cantonaise, mais surtout, j'ai envie de dire, de la culture populaire cantonaise, et en particulier celle des arts martiaux. Et cette culture cantonaise part de l'histoire du temple de Shaolin. Et il y a d'élèves, de maîtres en élèves, d'étudiants, de disciples, plusieurs générations, dont les histoires, dont les aventures nourrissent la fiction, la fiction, les récits des scénarios des films, mais en même temps, les cinéastes, en particulier Liu Chia-liang, qui est sans doute le plus grand metteur en scène de films de kung-fu, j'ai envie de dire sans comparaison, est lui-même héritier de cette généalogie.
Il est lui-même fils d'un disciple qui lui-même, etc. Et donc, au fond, il y a ce mélange, ce mélange de façon indissociable, à la fois la véritable histoire des moines de Shaolin et la vraie histoire du kung-fu et les légendes et les récits qu'il a inspirés, et ça se glisse de façon absolument fluide dans l'histoire du cinéma qui à son tour, adopte les valeurs, l'esthétique, j'ai envie de dire, des arts martiaux traditionnels de la culture du Guangdong. Et donc c'est vrai que à l'époque, ça m'avait passionné, et j'avais, comme tout ça était d'une complexité terrible, je me suis dit peut-être il y a moyen de le simplifier en faisant un diagramme et en énumérant les différentes générations d'artistes martiaux, et par époque, par période, et en mettant en valeur les connexion entre les uns et les autres d'une génération à l'autre. Oui, parce que parlait de Liu Chailiang, oui, parce que son père a été formé aux arts martiaux par Ling Xinghong, qui était l'élève préféré du vrai Wang Feihong, qui a fait l'objet d'une grande saga des années 50, et puis par Tsui Hark, en prenant un Jet Li qui lui fait la boxe du Nord, qui n'a rien à voir avec la boxe du Sud, mais c'est pas grave. Et non, ce qu'on adorait, c'était de découvrir le cinéma de Kung Fu, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup le sport au cinéma. Et la pratique de l'art martial peut être considérée comme un sport, et ça donnait un genre cinématographique à part entière, quoi. Et c'est vraiment à Hong Kong qu'on a découvert que Chan Che n'est pas Liu Chailiang, n'est pas Bruce Lee, n'est pas Wen Yuping, etc., avec plein de différences et de constats par rapport à ça. Et c'est tout à fait passionnant, quoi. Liu Chailiang, c'est plus, enfin, on parlera peut-être après, c'est plus la pratique confucéenne du apprendre. Bruce Lee est un artiste tout de suite génial, on ne le voit jamais s'entraîner, il est tout de suite au sommet de son art. Tous les films de Liu Chailiang, c'est pour montrer au contraire qu'on commence à 8 ans, puis on devient bon 20 ans après, il faut travailler tous les jours. Non, mais tout ça, enfin, il y a tous ces sujets-là. Bien sûr. Et même les films de Kung Fu comédie, les Wen Yuping, reprennent une tradition de la vertu martiale, qui est aussi celle de l'apprentissage, mais tout en faisant un comédie comique et parodique. Puis après, Liu Chailiang disait de Bruce Lee ou de Chan Che, parce qu'il était son instructeur d'art martial, mais il n'était pas tout d'accord. Il disait, avec leur wudé, la vertu martiale n'est pas bonne. Hein, c'est ce qu'il disait de Bruce Lee. Très bon wushu, mais très bon wudé. C'est-à-dire, il y a le wushu, c'est les arts martiaux en général, hein, avec le wuxia, qui est les films de sabre, et le kung fu, la boxe à main nue. Hein. Même si c'est wushu, parce que le kung fu, ça veut dire travailler dur et être bon dans un domaine. Hein, un pâtissier peut avoir un bon kung fu en pâtisserie. Hein. Donc c'est pas les arts martiaux le kung fu, mais bon, c'est devenu comme ça, enfin, etc. Bon, je m'égare. Et c'est vrai que on voit toutes les différences, et ça nous a beaucoup intéressés par rapport à la façon dont le cinéma, on l'a capté au bon moment. On a eu de la chance, parce qu'il y avait encore les Shaw Brothers, il y avait Chan Che, il y avait Liu Chailiang. On a vu dans les studios le 8 Diagram Pole Fighter qui passe, là, je crois, demain. On l'a vu en projection en privé dans les Shaw Brothers. Liu Chailiang se posait la question, je vais aller tourner en Chine les arts martiaux de Shaolin avec un petit jeune qui ne s'appelait pas encore Jet Li, mais Li Lianjie. Hein. Oui. Donc, lorsqu'on va aller à Taïwan, Hong Kong, il y avait tout ça. Il y avait Tsui Hark qui arrivait avec son zoo, qui remettait avec les effets spéciaux les technologies anciennes, les films anciens de wuxia originaires qui avaient été perdus. King Hu, lui, c'était plutôt l'opéra de Pékin, il était moins travaillé par ça. Enfin, là, on l'a compris de l'intérieur et c'était passionnant, non ? C'est-à-dire que d'abord, on a très vite fait la différence, qui est à mon sens essentielle, entre les films qui relèvent d'une approche puriste du kung-fu et ceux qui relevaient de l'invention, de la fiction, de l'imagination. Liu Chailiang est un véritable maître de kung-fu. Et sa rupture. Alors, certains des grands films d'arts martiaux, puisque c'est à ça qu'on s'est intéressé en premier en débarquant à Hong Kong, parce qu'on s'est intéressé par la suite à d'autres choses. Mais on est allé d'abord, on s'est d'abord intéressé au cinéma d'arts martiaux, où d'abord on établit une distinction immédiate qui est entre celle des films de kung-fu et les films, comme disait Charles, de sabre, qui se passent dans un univers féerique,
entièrement fictif, mais inspiré de romans de littérature populaire du Guangdong, et de l'autre, le cinéma de kung-fu proprement dit, qui est très attaché à la pureté du style, comment dire, certains des grands films d'arts martiaux ont à voir avec la rencontre entre Chang Che, qui était un grand cinéaste, mais qui ne s'intéressait pas au kung-fu, ou très peu, et dont le directeur de combat était Liu Chialiang, puisque à l'époque, la voie pour devenir réalisateur, c'était de commencer en tant que chorégraphe d'arts martiaux. C'est-à-dire que les scènes d'action dans les films de Chang Che ou dans beaucoup de films de l'époque étaient mises en scène par des instructeurs d'arts martiaux qui disaient on met la caméra là, et puis après on met la caméra là, puis après on met la caméra. C'est-à-dire qu'ils prenaient en main le plateau. Et donc, c'est ce qui se passait dans les films de Liu Chialiang et Chang Che, qui souvent étaient d'ailleurs tournés à Taïwan. Il y avait à l'époque beaucoup de circulation dans le cinéma entre Hong Kong et Taïwan, parce qu'à Taïwan, il y avait des paysages qu'on n'avait pas à Hong Kong, du fait que c'était une île et qu'on ne pouvait pas sortir de l'enclave qui à l'époque était une colonie britannique. Donc il y a eu il y a eu cette distinction principale, et progressivement on s'est rendu compte que au sein du cinéma de kung-fu, il y avait quelqu'un qui se détachait absolument par son purisme, et qui, encore une fois, qui a rompu avec Chang Che parce qu'il estimait que Chang Che ne respectait pas les règles essentielles des arts martiaux. Donc on a compris, encore une fois, que Liu Chialiang était, au fond, la clé de voûte du cinéma de genre hongkongais tel qu'on le découvrait. Il en était un peu le John Ford, c'est-à-dire qu'il était à la fois un grand cinéaste, appartenant à une dynastie dont le frère est devenu un acteur très très connu, le Liu Chiawei, et qu'au fond, il était en train de construire une alternative à Bruce Lee, qui était devenu une méga-star entre-temps, en pratiquant une forme de combat qui est le Jeet Kune Do. C'est ça? Oui, puis il a été formé au Wing Chun avec Ip Man au départ. Voilà. Il a fait du Wing Chun plus Jeet Kune Do après. C'est-à-dire qu'il pratiquait le cinéma de Bruce Lee était une nature parfaitement différente du cinéma dont on parle, parce que d'abord il était tourné dans la rue, il était réaliste, il était parlé en cantonais, ce qui n'était pas le cas non plus des films des Shaw Brothers, etc., enfin, dont on parle, qui étaient parlés en mandarin. Et puis, sa technique était un mixte de styles de combat occidentaux et chinois. Donc, Bruce Lee était à l'articulation entre le monde du cinéma chinois dont il était issu et des techniques de combat occidentales. Et c'est ça qui a fait sa notoriété, qui s'est répandue de façon beaucoup plus large et de façon beaucoup plus diverse que le cinéma de genre de Hong Kong, qui est resté un tout petit peu enfermé à l'international dans les Chinatown. Ouais, ça, pour prolonger, c'est pareil, on a découvert sur place que Shaw Brothers, c'était vraiment la Clearwater Bay, c'était la reconstitution. Quand on visitait le village, on dit c'est la Chine perdue qu'on reconstitue ici, c'est la mémoire de la Chine. Et les Shaw Brothers étaient surtout intéressés dans tous les Chinatown. Donc, ils étaient d'abord installés à Singapour, d'ailleurs, à Shanghai, Changi, Singapour, etc., dans tous les Chinatown du monde. Donc, ils faisaient des films pour la communauté, la diaspora chinoise. Par contre, quand on avait la révolution de Bruce Lee et Golden Harvest, eux, c'était envoyer dans le marché américain Jackie Chan avec les Cannonball, Ringard et tout. Ils ont réussi après avec Jackie Chan, mais en faisant un duo avec
un autre acteur, mais il était obsédé, Michael Hoy, tu te souviens, ça y est, ça marche au Japon. Enfin, il était obsédé par un marché international non chinois, la Golden Harvest, cantonais. Donc c'est là où on voyait les différences de culture par rapport oui, à... pardon, juste pour préciser, la société de production qui était dominante dans le cinéma de genre de Hong Kong, c'est la Shaw Brothers. Si vous avez vu un film de cette période-là, vous avez vu le logo Shaw Brothers, qui est tonitruant, et Raymond Chow. Alors, il y a deux personnes. Il y a le directeur de Shaw Brothers, c'est Run Shaw. Run Shaw a vécu jusqu'à 102 ans et a été le créateur et le personnage clé de la fabrication du cinéma de Hong Kong, de la création d'une industrie à Hong Kong. Le responsable des productions chez Shaw Brothers était Raymond Chow. Raymond Chow s'est brouillé. Ça s'écrit pas pareil, ça n'a rien à voir. Oui. S-H-A-W et C-H-O-W oui, pour l'autre. Voilà, pour Raymond. Voilà. Qui, à un moment donné, a considéré qu'il n'était pas suffisamment considéré au sein de Shaw Brothers, ou en tout cas il voulait faire d'autres choses. Il a créé une société qui s'appelle Golden Harvest et qui était l'antagoniste d'une certaine façon, enfin de la Shaw Brothers, et c'est lui qui, dans ce cadre-là, a produit Bruce Lee. Et donc évidemment, ça a été un succès énorme, instantanément, et qui a évidemment changé un peu changé la géographie du pouvoir dans le cinéma de Hong Kong, parce que Raymond Chow s'est mis à produire, y compris Michael Hoy, qui est devenu un comique à très grand succès, et s'aventurait sur le territoire international grâce aux portes que lui a ouvert le succès de Bruce Lee, tandis que la Shaw Brothers est restée un peu en retrait, restée un peu en arrière, et a continué à produire essentiellement pour les Chinatown et pour le grand public hongkongais. Parce que Bruce Lee a ringardisé le cinéma de Hong Kong. C'est une révolution, y compris par rapport au studio Shaw qui faisait des films de wuxia traditionnels. Donc ça a eu double effet, la bombe Bruce Lee, si je puis dire, que j'aime beaucoup. J'aime bien son film cantonais, justement, purement cantonais, qui est La Fureur de vaincre, qui se passe... voilà. Ben, on ne va pas faire parler de plus maintenant. Et il y a une double réaction en deux temps. C'est la Shaw Brothers a dit à Lu Chailong, instructeur d'arts martiaux, tourne des films, et il a fait venir Shaolin. Donc Shaolin, c'était aussi du kung-fu, mais hérité toujours de la tradition Shaw de l'histoire de la Chine, pour être une riposte au cinéma de Bruce Lee. Puis après, dans l'après Bruce Lee, écoutez les premiers entretiens de Jackie Chan, on ne va pas faire de l'imitation de Bruce Lee ou du faux, il y a eu la kung-fu comédie, qui a été un truc génial, dans l'après Bruce Lee, pour retourner au kung-fu, mais sur un autre registre. Mais il a fallu du temps pour trouver, je dirais, ces deux réponses à la révolution Bruce Lee, parce que lui, il a mis la perfection de l'art martial d'un point de vue sportif à un niveau extrêmement fort. Puis il a fait une star mondiale, parce que c'était aussi l'homme du ressentiment. Il se battait contre des blancs. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez tous très bien. Le personnage de Bruce Lee, c'est toujours l'immigré. Ouais. Donc il a toujours eu succès, y compris dans ce qu'on appelle le tiers-monde, parce que il incarne cette figure de quelqu'un qui est un immigré, qui se bat pour survivre, et qui garde la tête haute. C'est ça la clé de la reconnaissance du succès, parce que ça touche à un endroit extrêmement précis, extrêmement sensible, et qui a été reconnu très tôt dans le monde entier. Comme le wuxia était il y avait la kata, qui a disparu, mais grâce comme Ring With Me qu'on va voir et tous ces films de Shaw Brothers, il y a eu la révolution de Bruce Lee, Kung Fu comédie Shaolin, et ce qui nous avait plu aussi quand on était à Hong Kong, c'est qu'on a vu même un petit morceau, le Zoo, parce que de Warriors of the Magic Mountain de King Koo, de Tsui Hark, pardon, mais c'était tout d'un coup, on revenait au wuxia, mais avec les effets spéciaux, alors qu'ils avaient été un peu tombés en déshérence suite à la révolution Bruce Lee, où plus personne ne voulait faire de wuxia. Donc c'est intéressant. On était vraiment à des moments où
Et puis après, bon, il y a eu on est aussi arrivé un peu à la fin de l'histoire. Ouais. C'est ce qui est toujours d'ailleurs intéressant, mais c'est intéressant à quel point les cahiers du cinéma historiques, à la fin des années 50, sont allés à Hollywood au moment où c'était la fin des studios. Les studios, les rédacteurs des cahiers sont arrivés à un moment donné où tout partait en... Dennis Korecki dans les années 60 à Hollywood aussi. Voilà. Ils ont rencontré Hollywood au moment où les studios s'effondraient, et d'une certaine façon, nous, on est arrivé à Hong Kong dans des circonstances qui étaient semblables. C'est-à-dire on donnait... Alors après, Shaw Brothers a survécu pendant des années, mais néanmoins, la capacité d'innovation, la nouveauté, le renouvellement ne passait plus par là. Golden Harvest était effectivement concurrencé sur le registre de la Kung Fu Comedy par une société qui s'appelait Cinema City, qui était dirigée par Mac Carr et qui travaillait avec des stars comme Sammo Hung, etc. Au fond, il y avait quelque chose qui était en train de changer du point de vue du fond et qui se matérialisait par ce qu'on a appelé la nouvelle vague hongkongaise. Et on arrive au moment où nous, cahiers du cinéma de l'époque, on arrive au moment où s'affirme cette nouvelle génération qui est... Expliquer peut-être maintenant ce que c'est que cette nouvelle génération. Voilà. Justement. Alors, d'abord, ce sont des cinéastes beaucoup plus jeunes, évidemment, qui débutaient à ce moment-là, et la plupart d'entre eux avaient fait leurs études dans des écoles de cinéma occidentales. Anne Hoy, Tsui Hark, Kirk Wong, Allen Fong, j'en oublie sûrement. Patrick Tam. Oui, Patrick Tam, bien sûr. Ils ont aussi commencé par la télé aussi, parce que quand on y était, on parlait beaucoup de la télé qui arrivait et tout. Disons que oui. Allen Fong a été produit par la télé. Et, enfin, disons qu'ils étaient un peu comme les cinéastes indépendants occidentaux à l'époque, qui trouvaient leur financement comme ils pouvaient, mais pas dans le cadre d'un studio, dans le cadre d'une certaine liberté de la pratique du cinéma, et qui éventuellement... alors, il y avait des cinéastes qui s'intéressaient au cinéma de genre comme Tsui Hark depuis le départ, et puis il y en avait d'autres qui étaient plus intéressés par le néo-réalisme comme Allen Fong, ou encore une fois des cinéastes qui étaient intéressés par une forme de modernité un peu punk de l'époque comme Kirk Wong, qui avait fait un film qui s'appelait Health Warning, qui est une bizarrerie absolue, mais en tout cas ça a été historiquement dans le cinéma chinois la première génération de cinéastes indépendants. Alors chacun a suivi des voies, ils ont tous suivi des voies différentes. Anne Hoy continue à faire des films aujourd'hui. C'est une grande cinéaste, inégale, mais franchement il y a une œuvre, importante. Allen Fong, on a un peu perdu sa trace, mais quelqu'un comme Tsui Hark est devenu progressivement un des cinéastes chinois, à mon sens, les plus importants. Parce que lui, alors, quand on a débarqué à Hong Kong, le film qu'il venait de faire avait été interdit. Il avait été interdit parce que la censure anglaise était très sévère. Après, par la suite, on a beaucoup parlé de la censure chinoise, mais la censure anglaise était pas commode non plus, parce qu'elle voulait être bien avec la Chine, et elle voulait maintenir aussi une certaine, comment dire, n'était pas du tout ouverte à l'idée d'un cinéma transgressif, politiquement imprécis ou éventuellement dangereux, etc. Donc là,
Tsui Hark a fait un film où il représentait des dealers de drogue qui étaient des GI américains. Pour les Anglais, c'était oh là là, attention, on ne veut pas se mettre mal avec les Américains, on ne veut pas se mettre mal avec personne. Ils ont interdit son film. C'est l'enfer des armes, vous parlez ça, c'est l'enfer des armes. C'est l'enfer des armes que ça s'appelle en français. Mais au moment où on était là, il était en train de travailler sur un film qui allait s'appeler Zoo Warriors of the Magic Mountain, qui, au fond, était déjà ce qu'allait devenir le cinéma chinois à venir. C'est-à-dire qu'il était étant inspiré de légendes, de littérature classique, de situations classiques de l'art chinois, il y intégrait une culture qui était celle des effets spéciaux, des trucages, alors tout ça très bordélique, partant dans tous les sens, etc., mais avec constamment une invention formelle qui toujours renvoyait à cette idée que le cinéma chinois devait trouver son alternative, sa réponse au cinéma d'effets spéciaux américain. Que si le cinéma chinois ne trouvait pas la solution qui lui permettait à la Chine de concurrencer le cinéma américain, il n'y aurait plus de cinéma chinois. Et c'est une idée force qui a traversé la totalité de l'œuvre de Tsui Hark, qui persiste aujourd'hui encore à faire des films à grand spectacle, d'effets spéciaux chinois qui ne doivent rien au cinéma américain et qui ont une identité. Alors, on ne fait pas appel à quelqu'un de la Guerre des Étoiles pour un spécialiste des effets spéciaux de la Guerre des Étoiles pour Zoo. Il travaille avec les Américains. Ah oui, disons qu'il y avait une circulation avec l'Occident. Tsui Hark était issu de cette culture-là. Hein. Alors on a parcouru tout le sommaire, en fait. Là, on est arrivé à la nouvelle vague, ils ont été très très rapides. Donc effectivement, comme vous avez choisi, il y a une grande partie quand même qui est dédiée aux arts martiaux et au kung-fu, mais vous avez choisi 3 grandes figures. Il y a 3 grands entretiens. Il y a Lu Qianliang, dont on vient de parler. Il y a King Wu et Chang-Che que vous n'avez pas pu avoir. Ça, je sais que c'est le grand regret de là. Il n'y a pas d'interview de Chang-Che. Donc ça, c'était pour une première partie. Puis ensuite, effectivement, dans une autre, vous explorez toute l'économie de ce cinéma-là et vous rencontrez et Sir Ron et Raymond Shaw. Donc l'un Shaw Brothers et l'autre Golden Harvest. Et puis voilà, il y a ensuite toute une dernière partie sur la nouvelle vague à venir. Effectivement, vous allez sur le tournage, je crois, d'un des tournages de Hanoï. Je vais sur le tournage de Love in the Fallen City, où il y a une sorte de mariage contre nature. Exactement. Alors, parce qu'en fait, je voulais quand même montrer des images, parce qu'on a beaucoup parlé. Oui. Donc, on a un peu des extraits de chacun de ces personnes. Alors maintenant, il faudrait repartir en arrière. Je ne sais pas lequel vous aimeriez commenter. Comme Drake With Me, non ? On commence par ça, non ? On commence par ça. Alors donc c'est l'Hirondelle d'or qui va passer donc tout de suite après ce cours de cinéma et qui est déjà passé là dans la semaine. Cheng Pei-Pei. Donc de King Wu avec Cheng Pei-Pei. Voilà. Donc c'est l'extrait numéro 1. La scène d'auberge, c'est génial. Vous la connaissez peut-être. Vous allez la découvrir ou ça vous donnera envie de voir le film, j'espère.去，蹲下，别乱动。伙计，算账。是。掌柜的，这是哪一桌？你别管闲事，快走。哎，这么大雨，我怎么走呢？你。
这位先生账我付了。是，他今天走不了了。这位少爷，您哎，躲开！刚才可真悬呐！躲开！C'est bien, hein? Non. Ça peut nous donner l'occasion de parler des héroïnes du kung-fu. Ça, c'est pas trop Oui, présent dans oui. le numéro d'ailleurs. Il y a quelques portraits Si, de il y a deux portrait- actrices. Il y a un Oui, portrait de Xu Feng quand il y a même. deux On voulait actrices. absolument la rencontrer. mais les héroïnes de kung-fu, on en parle moins, mais il y a eu des belles. Bien sûr. Enfin, On a Des fait un beaux portrait de rôles. Xu Feng. Pour les amateurs de King Hu, ils savent qui elle est. moi, j'étais absolument fasciné par Cheng Pei-Pei. Hein. Cheng Pei-Pei est un personnage clé dans mon rapport avec le cinéma chinois. J'étais absolument amoureux d'elle, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai eu la chance de la rencontrer beaucoup plus tard. Elle est restée vraiment marquée par son travail avec King Hu. Elle vivait pas loin de chez lui quand lui-même était vieux et pas complètement fonctionnel. Elle vivait près de chez lui à Los Angeles, et c'est elle qui venait l'aider, le soutenir, etc. Et je l'ai rencontré je l'ai rencontré beaucoup plus tard, en fait, à un festival de cinéma en Birmanie. On a dit plein de trucs qui partent un peu dans tous les sens. Oubliez tout. King Hu, c'est autre chose. King Hu est véritablement un très grand artiste, solitaire, extrêmement marqué par la culture de l'opéra de Pékin. Toute la gestuelle, la musique, la danse, etc. C'est un très grand artiste. C'est un des grands. La calligraphie. Come Drink With Me est son premier grand succès. Avant, il est acteur. On le connaît comme acteur. C'est un acteur connu. Quand il fait Come Drink With Me, en fait, il a été extrêmement marqué par une visite qu'il a fait au Japon des tournages de Kurosawa. Il a découvert les films de Kurosawa. Il a assisté je sais pas s'il a assisté ou pas à des tournages, mais vraisemblablement. Enfin, il y a eu une délégation chinoise qui est allée au Japon. Et il y a quelque chose dans le cinéma d'arts martiaux, de Kurosawa, qui a été déterminant dans l'invention du cinéma de genre hongkongais, de la même manière qu'il a été déterminant dans l'invention du western spaghetti. C'est d'une certaine façon beaucoup de cette chorégraphie, de cette façon un peu baroque, enfin comment dire, de poser les situations, les scènes, etc. Qu'on doit à Kurosawa. C'est lui la matrice. Et simultanément, et donc Come Drink With Me est le premier. C'est pas comme s'il y avait des films qui ressemblaient à ça avant dans le cinéma hongkongais. Il n'y avait rien qui ressemblait à ça dans le cinéma hongkongais. Avec Come Drink With Me,
King Hu invente un genre qui va avoir évidemment un succès énorme puisqu'il va donner naissance à une industrie qui ne produira littéralement plus que ça pendant des décennies. Il a une exigence de l'épure qui lui a causé des problèmes aussi. Non, mais disons et Come Drink With Me est un succès énorme. Le plus gros sera Dragon Gate Inn après, je crois. Et ensuite, il fait Dragon Gate Inn, mais il se brouille tout de suite, comme il a mauvais caractère, il se brouille tout de suite avec Run Run Shaw, et il décide d'aller à Taïwan pour produire lui-même Come Drink With Me, Dragon Gate Inn, qui va dépasser encore le succès de Come Drink With Me. Donc c'est le premier film de Hong Kong qui dépasse au box-office à Hong Kong les films américains. Voilà. C'est depuis Dragon Gate Inn que tous les films chinois de Hong Kong sont supérieurs au box-office à tous les films américains. La référence, c'est Dragon Gate Inn en termes de box-office. Et donc, après avoir fait Dragon Gate Inn, King Hu a une sorte de carte blanche pour faire ce qu'il veut à Taïwan, et il commence à faire un film qui s'appellera A Touch of Zen, qui est de plus en plus mégalomane, de plus en plus complexe, de plus en plus cher, au point que son financier finit par le lâcher. Et donc le film reste en plan, c'est-à-dire que le film n'a pas été terminé. Mais néanmoins, King Hu avait tourné plusieurs heures de film. Et donc, grâce à Pierre Rissian, à la fois distributeur, producteur, critique, figure essentielle du cinéma français, de l'histoire moderne du cinéma français, qui rencontre King Hu et il trouve le financement qui permettra d'achever une version un peu bancale de Touch of Zen, qui intégrerait la totalité de la première partie qui a été tournée et une partie de la seconde la première ayant été tournée intégralement, et ce qui a été tourné de la seconde, pour faire un film qui tiendrait à peu près debout sur 3 heures. Et c'est ce film-là qui a été montré à Cannes, qui a beaucoup impressionné, qui a eu un prix mineur, genre le film, le prix technique, après un prix technique. Mais le film a été un désastre au box-office chinois, et ça a un peu cassé la carrière de King Hu, qui néanmoins a persisté dans son œuvre, mais dans des conditions beaucoup plus précaires et beaucoup plus difficiles, ne revenant au sommet que des années plus tard, quand il fait Raining in the Mountain, qui est sans doute un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma chinois, qui est l'aboutissement de l'œuvre, encore une fois, de cet artiste majeur qui est King Hu, qui est inégalé et inégalable au sein du cinéma de genre martiaux. C'est vrai que quand on a vu d'autres films, et quand on voit la scène d'auberge, elle est magnifique. Parce que, il y a l'opéra, donc la scénographie de l'opéra. Il fera beaucoup de scènes d'auberge qui sont différentes des scènes de saloon dans le western, mais il y a quand même ça. Vous retrouvez la figure que vous trouvez dans tous les films d'arts martiaux, et même chez Bruce Lee, c'est-à-dire la femme au centre et le cercle. Donc ça, c'est un classique. Et puis, ce qui est magnifique, c'est le montage et le rythme, c'est-à-dire la musique, les bruits, l'accéléré, l'arrêt, l'ellipse, l'action. Il y a une manière de monter l'action. Et c'est pas toujours fait pareil. J'adore quand Cheng Pei mouline, là. Et puis on voit l'effet, ils tombent tous comme. Il y a un effet Vapona, ils tombent comme des mouches, là. Et on ne voit pas l'action-réaction physique. Par contre, quand il envoie une petite pique, si je puis dire, fléchette à Han Yinje, elle lui pique dans la main. Donc là, on a le trajet de l'action. Donc il y a des moments où le trajet est filmé, des moments où il est ellipsé, il y a des moments d'accélération, il y a des moments d'arrêt sur corps. Comme Bruce Lee, il fait aussi des arrêts sur corps, de gestes. Il prend des postures comme une statue. Et il y a des moments où, comme ça, tout d'un coup, le corps se met à accélérer, s'arrêter. Et toute cette composition rythmique, chorégraphique, avec le sens du montage, des cadres, des bruits, c'est magnifique. On en fera d'autres extraits dans Raining. Oui, et il faut quand même. On parle trop, hein. We talk too much. Non, il faut quand même. On va faire voter des gens, est-ce qu'ils veulent voir des images? On a oublié de parler de Han Yinje, le monsieur maigre qui reçoit la fléchette. On l'avait rencontré tous les deux avec Olivier, c'était génial. Lui aussi, c'est un instructeur d'arts martiaux qui vient du Nord, qui a travaillé avec King Hu sur ce film-là. Et quand King Hu
a lâché la Shaw Brothers, il l'a accompagné dans son aventure à Taïwan, et du coup, un petit jeune, Lu Chaliang, a remplacé Han Ying-jae aux Shaw Brothers pour être instructeur d'arts martiaux et chorégraphe. Ils font deux choses, les instructeurs, ils entraînent les comédiens pour les scènes, et puis ils font la chorégraphie des scènes. Donc on les appelle chorégraphes et puis instructeurs. Parce que, voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir cette histoire. Et après, comme il connaissait Raymond Shaw, comme Olivier l'a dit, Raymond Shaw a travaillé à la Shaw Brothers après 1962 en tant que responsable de prod, il a dit, viens donc travailler avec moi, parce que j'ai un petit jeune qui est pas mal, c'est Bruce Lee. Donc il a joué dans Big Boss, vous vous souvenez de la scène finale de Big Boss, peut-être, pour les amateurs de Kung Fu, il y en a sans doute dans la salle, et il a fait aussi la chorégraphie des combats de Feur de Vaincre. Sauf que Bruce Lee ne voulait pas de trampoline et des sauts en l'air, il voulait qu'on voit que ce soit lui qui fasse ça et qu'il n'y ait pas de tricherie. Parce que dans la tradition du Nord, le trampoline joue qu'on saute, machin, etc. Ça, c'est la culture Han Ying-jae qui vient du Nord, quoi. On n'a pas parlé des différences culturelles, Shaolin Sud, boxe du Nord, etc. Mais c'est intéressant de voir que lui est un acteur fidèle, j'adore sa tête, et on avait rencontré le monsieur. Non, et alors, moi, juste ce que je voudrais ajouter, c'est quand même... le cinéma de Hong Kong, le cinéma d'action de Hong Kong, a été pillé par Hollywood. Ce cinéma, il a été, enfin, oui, enfin, disons que le cinéma, oui, sans oublier, oui, non, mais je veux dire, le cinéma de genre hongkongais a eu une influence majeure sur le cinéma américain, c'est-à-dire dans le sens où quand on voyait des films qui ressemblent à ce qu'on vient de voir là, etc., c'était entièrement neuf. Enfin, on voyait ça, on hallucinait. Enfin, je veux dire, personne ne filmait comme ça. Ça ressemblait à rien de connu. Je veux dire, en termes de rythme, en termes de chorégraphie, en termes et en termes d'invention formelle. Et j'ai envie de dire, à plus forte raison, si on regarde un extrait de Raining in the Mountain, moi je me souviens, jeune cinéaste, j'étais absolument fasciné par ce que faisait King Hu, qui circulait entre le réalisme, l'abstraction, la musique, la danse, etc., au point que je me souviens encore, moi j'ai tenu à ce qu'on fasse une sorte de storyboard, un plan par plan d'une scène, de la scène finale, d'une des scènes finales de Raining in the Mountain, parce que à l'époque, on n'avait même pas de VHS, hein, si je me souviens. Si, il y avait, non, 80, ouais, 80, on avait des VHS. 19, mais enfin bon, disons que, on n'avait pas de, disons que c'était de très mauvaise qualité. Je me souviens que j'avais emprunté une table de montage au festival de Hong Kong, où j'avais visionné une bobine ou plusieurs bobines de Raining in the Mountain, juste pour regarder comment c'était fabriqué, plan par plan. Et je regardais ça et je me disais, mais c'est extraordinaire, on peut faire un cinéma où les plans ressemblent à des coups de pinceau. Et où il peut y avoir une sorte d'énergie qui vient justement de ce qu'on ne comprenne pas absolument ce qui se passe. Ça, c'est dans les scènes de combat, parce que dans Raining in the Mountain, dans l'extrait qu'on va regarder, c'est très millimétré au contraire. Le son du drapé, c'est... Alors, bizarrement, le premier cinéaste américain qui a compris qu'il se passait quelque chose dans le cinéma chinois, c'est John Carpenter, qui est un cinéaste pour lequel j'ai une immense admiration, et qui a fait un film qui n'est pas son meilleur, qui s'appelle Big Trouble in Little China. Les griffes du mandarin, non, c'est ça, non? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il est montré, je crois, dans l'autre. Enfin, en tout cas, ça a été le premier à comprendre que esthétiquement, il y avait quelque chose à aller chercher dans le cinéma chinois qui allait de fait transformer le cinéma américain. Et je suis convaincu que le cinéma d'action américain n'aurait pas évolué de la même manière ou aussi vite ou de cette façon-là s'il n'y avait pas eu le modèle des films de Hong Kong qui tout d'un coup apportait une écriture qui avait une espèce de modernité qui était stupéfiante. Après, c'était plus sur les films polars hongkongais que nous. C'est après, John Woo, c'est après, ou même on n'en parlait pas trop. C'est plus tard. C'est plus tard, mais ça aussi, Andy Laws, Affaire dans l'affaire, ça a eu des... Après, juste sur l'héroïne féminine, c'est vrai que quand vous voyez les Bruce Lee, les personnages féminins, c'est pas top quand même. Hein. Enfin, c'est moins qu'on puisse dire.
Mais par contre, les dames d'épée, c'est magnifique dans les films de King Hu, Cheng Pei avec Su Feng. Puis aussi chez Tsuark aussi, il y a des personnages féminins très intéressants. Et également même dans Liu Chaliang, il y a un film que j'adore de lui, enfin j'aime beaucoup, mais c'est Exécuteur de Shaolin, où ils sont mariés sur un bateau, il y a une nuit de noces, et puis lui il dit ma boxe du tigre est supérieure à ta boxe de la grue, à sa femme, et au moment de faire l'amour, elle serre les genoux, et c'est la boxe de la grue, et lui n'arrive pas à écarter, ils n'arrivent pas à faire l'amour, tout le monde se fout de leur gueule. Donc j'aime bien le kung-fu domestique ou le sexe kung-fu, qui est chez Liu Jialang tout à fait savoureux. Voilà, c'est une parenthèse un peu déplacée, mais c'est pas grave. Alors, celui-là de Liu Jialang, on va pas le passer, mais on va passer Shaolin contre Ninja, où il y a aussi du kung-fu domestique. J'adore celui-là. Ouais. Alors ça, on peut le regarder. Ce film-là, on va le passer plusieurs fois dans le programme, et on a un extrait, donc on pourrait regarder l'extrait numéro 3, s'il te plaît, Sacha. 咦，唔係加裝，係加生嚟喎！哇，仲有刀添啊！咦，呢啲乜嘢嚟㗎？我唔知啊，我都未見過嘅。老婆，呢啲兵器，呢啲兵器係我叫人喺日本運嚟嘅。日本劍。劍道。報命啊！俾佢嚇死！少爺，你睇下，唔錯啊！仲有啊，呢種叫做西。仲有啊，老婆，你呢隻係槍。好，你走。Alors, je vous explique, mais vous avez peut-être compris, c'est un couple Mixte. donc, mixte. Voilà, elle est japonaise et donc elle préfère ses arts martiaux à elle. Donc elle se fait livrer ses propres armes de combat et elle lui explique que ça c'est pour le kendo, que ça c'est pour Oui, puis la il y a lance. une sorte de bagarre conjugale, si je peux dire, de suprématie des arts martiaux chinois sur les arts martiaux japonais. Mais en fait, dans ce film-là, elle disparaît assez vite, en fait, ce personnage au profit parce que lui va être confronté à des combats oui. avec des hommes. Donc, Mais j'aime bien les scènes de repas où ils se font du kung-fu domestique en échangeant les objets, tac-tac, comme ça, c'est très drôle. Mais il y a ça aussi, le kung-fu culinaire, il y a aussi ça chez Tsuark dans Chinese Fist. Au lieu de balancer des armes, on balance des assiettes, des couteaux, des fourchettes, quoi. Mais il y a du kung-food, il y a du kung-sex, il y a du kung-tout, quoi. Donc on aura une séance de kung-fu au mois de juin. Je vous invite à regarder le programme. Donc, mais là, c'était un Liu Jialang un peu moins sérieux. On a vu aussi Liu Shahui, qui est le frère adoptif. En fait, il a été adopté par son père et qui joue dans beaucoup de ses films. Le mari, qui est un très bon acteur fidèle de quasiment tous les Liu Jialang. Dans la 36e chambre de Shaolin. Bien sûr. Oui, Gordon Liu. Gordon Liu, mais c'est Liu Shahui, enfin, si on veut le dire en pinyin, et Liu Shahui en cantonais. Voilà. Et donc la troisième grande figure que vous n'avez pas rencontrée, mais qui est très importante à vos yeux, c'est Chang-Che. Donc là aussi, on a un extrait, mais qui est très très douloureux à regarder. Donc je ne sais pas si, Olivier, vous voulez qu'on parle un peu de Chang-Che. Il y aura un cours de cinéma entièrement dédié à Chang-Che plus tard. Mais... Disons que Chang-Che est une figure un peu essentielle dans le cinéma de genre chinois, mais aussi qui occupe une place particulière. Comment dire,
il a signé beaucoup de films dont il n'est pas forcément le réalisateur. C'est-à-dire qu'il y avait littéralement 7 ou 8 films de Chang Cheh qui sortaient chaque année. Mais la réalité, c'est que certains étaient de lui, et qui étaient souvent d'ailleurs les meilleurs, et les autres étaient réalisés par ses assistants, dont John Woo, mais en fait la plupart des grands cinéastes de genre, de polar, de la génération suivante, étaient des assistants de Chang Cheh, formés par Chang Cheh, de la même manière qu'il avait aussi une grande réputation de découvreur de talent. C'est-à-dire il donnait leur première chance à des réalisateurs, il donnait leur première chance aussi à de jeunes acteurs, dont Fu Sheng, qui est un grand acteur qu'on voit dans ce très beau film qui est Les Disciples de Shaolin, qui est sans doute le chef-d'œuvre de Chang Cheh. Si je ne me trompe pas, Fu Sheng est mort dans un accident de voiture au moment de la sortie du film, je crois. Non, après le 8 Diagram Pole Fighter, qu'on a vu dans Studio Show. Voilà. Donc c'est un peu une sorte de... Le diagramme de Wu-Lang, pardon. Ouais, voilà, donc c'est un peu une sorte de James Dean du cinéma chinois. Et Et vous analysez toute une séquence dans le dossier. Oui, alors simplement, il faut avoir à l'esprit que Chang Cheh est quand même un peu déterminé par le fait qu'il avait un goût pour les hommes et que ça passait par une sexualisation, disons, du corps masculin, y compris cruel. Et qui est quelque chose qui est assez présent, y compris dans l'opéra de Pékin, avec toujours le côté presque, le côté seppuku du truc. Et donc il y a une sorte, il a toujours chez Chang Cheh à la fois une fétichisation du corps masculin et une attirance vers la destruction de ce corps. Et ça c'est présent de façon très dérangeante et troublante et très audacieuse aussi dans ses principaux films. C'est quelqu'un qui s'intéresse pas tant que ça au kung-fu, mais qui est un grand cinéaste pervers, j'ai envie de dire. Mais quand même assez impressionnant et encore une fois jouant un rôle essentiel parce que tout le monde est passé par l'école de Chang Cheh. Toutes les grandes stars masculines de Kung Fu ont tourné avec lui, quoi. Alors on regarde l'extrait. That's right. Lung did get me, but I can still kill you. You've seen this one, remember?
il faut expliquer que le film est en couleur, en fait. Hein, donc il y a une séquence en noir et blanc juste à ce moment-là. Oui, le film passe en noir et blanc à ce moment-là. Je crois que c'est parce qu'il y a trop de sang. Ils l'ont passé. C'est à l'époque, je pense, pour le public, pour la Shaw Brothers qui produisait le film. Le noir et blanc arrivait à faire passer des trucs qui auraient été quand même trop violents, voire insupportables en couleur. Donc il mélange la couleur et le noir et blanc, mais ça fait partie en fait, ce noir et blanc, à mon avis, produit l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il renforce la scène, il renforce la cruauté de la scène, qui continue comme ça pendant un moment, en effet. Mais oui, il y avait quelque chose quand même qui était perçu comme transgressif et sortant un peu bord cadre, quoi. Donc ce film-là, c'est pas celui de Shang-Chi qu'on passera dans le programme, mais on pourra, parce que c'est lui qui a initié la trilogie du sabreur manchot, donc on va passer donc Un seul bras les tue à tous et La rage du tigre. Donc c'est quand même lui qui a initié aussi cette oui, parce que les sabreurs manchots ou handicapés, le Japon on a produit beaucoup. Le plus connu c'est Zatoichi, Tange Sazen et tout. Hein, pour remettre tout ça en perspective. Mais lui, effectivement, il en a fait autre chose par rapport à... Parce que nous, on était très contents quand on a visité les studios Shaw, on a vu le fameux pont de La rage du tigre. Hein, c'était un peu vermoulu, mais c'était un pont mythique, ce pont de La rage du tigre, le combat final, etc. Mais c'est vrai que lui, c'est le roi de la césarienne kung-fu, quand même. Les éventrements, le corps, etc. Il y a ce que tu as très bien dit, érotisation et puis martyrologie du corps masculin. Donc ça, il est très fort pour ça. Ouais. Et alors, pour finir sur encore un extrait de réalisateur que vous avez cité, on pourrait regarder Love in a Fallen City, qui est de Hanoï, qu'on va aussi passer dans le programme. Oui, on va changer complètement de registre. C'est bien aussi de parler d'une réalisatrice, voilà, vous l'avez cité, qui travaille encore toujours aujourd'hui, dont on va passer quelques films. Et puis, ça permettra de clore. Ça aussi, il y a un écho à l'histoire de Hong Kong. Oui, voilà. Puis de la rétrocession, puis de tous ces aspects-là dont on n'a pas parlé, en fait. Parce qu'ils en parlaient beaucoup à l'époque, hein, bien sûr. De la rétrocession. Lu Chialong, je vais tourner un film en Chine, je vais peut-être aller à Taïwan, qu'est-ce qu'on va devenir, enfin, le compte à rebours, il était dans les têtes, et dans ce film-là aussi, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, je vous propose de regarder ça, puis après, on pourra laisser la parole à la salle. 请进来坐，在这喝茶吧。好的，坐。哎，这俩孩子总算睡了。我刚才打电话给老朱，他非要给我们接风不可，还说今天晚上去香港饭店，连你们两位也一起请了。哦，这么有兴致啊！晕了几天船，你也不休息一下？今天晚上就去啊？香港饭店是我见到的最古老的舞场，不管是灯光啊、乐队啊，甚至是舞台设计啊，都是老英国式的。40-50年前的时髦东西现在不够刺激了，除非看到那些洋奴学北方人穿窄脚裤。为什么？中国情调啊！既然来了，当然要去看一下。委请你们两位做陪客吧。别算我，我没准儿。白小姐跳得真好，在上海经常跳吗？只跳过一次。真是天生的跳舞人才。如果范先生不肯帮忙，这批阴丹士林难道要我们吞下去？怎么他还不来？啊，他会来的。我们这么辛苦把白小姐请到这儿来，她一定会来的。我真不明白，他怎么会看中白小姐的？因为他在外国住久了，对中国的东西会特别欣赏。哎，范先生跟扎甸的大班，这是剑桥的同学吗？皮埃跟路易斯来了。哦、嗨。嗨啊，好，徐太太。范先生呢？怎么不说话？可以当着人面前说的话，
我都说完了。干嘛鬼鬼祟祟的要背着人说话呢？有些傻话，不但要背着人说，而是要背着自己说。比如说，我爱你，我一辈子都爱你。都是废话。路易斯想在波弗林道或者莫罗街那儿开一间像巴黎那边的咖啡店。喂，怎么这个人老是讲巴黎巴黎的？他们是法国留学生，好浪漫的。那个男的呢，想学法国人那样，要打破我们的旧式婚姻观念，不肯跟女的结婚。那个女的呢，也想学法国人那样，要打倒我们的腐败思想。后来无法打破，到自己想结婚去了。真是哑巴吃黄连。Voilà, nous on regarde Hong Kong, mais il ne faut pas oublier que Hong Kong nous regarde aussi. Les clichés sont partout. Voilà. Oui, alors oui, ce film est un étrange hybride, puisque Shaw Brothers propose à Anne Hoy, qui est la figure importante, je dirais une des figures importantes de la nouvelle vague hongkongaise, de réaliser un mélo classique à gros budget pour la Shaw Brothers. Et en se disant, au fond, il y a cette nouvelle génération de jeunes cinéastes, pourquoi ne pas leur donner leur chance? Et donc, Anne Hoy réalise, qui est l'auteur de Boat People, de Story of Voviette, des films qui ont eu une notoriété internationale, qui ont été montrés à Cannes, qui ont été très reconnus. C'est la première, au fond, cinéaste chinoise à avoir une reconnaissance internationale. Et donc, les Shaw Brothers, qui sont au fond assez intéressés, voire preneurs de cette notoriété internationale, lui proposent de tourner un mélo avec deux stars de l'époque. Chow Yun-fat, jeune, très jeune même à l'époque, et Cora Miao. Chow Yun-fat n'est pas encore le Chow Yun-fat superstar du tout, le genre de superstar qu'on connaîtra par la suite, mais enfin il était néanmoins c'était une valeur sûre du box-office, déjà une valeur sûre du box-office. Cora Miao, elle est aussi très connue, elle était, je pensais toujours, l'épouse du cinéaste de Wen Wang, cinéaste chinois de San Francisco. Et donc, l'un des éléments marquants de Love in a Fallen City, qui circule entre Shanghai et Hong Kong, qui raconte au fond comment au moment le film se passe en 41. En 41, au moment de l'arrivée des Japonais, les Chinois de Shanghai se sont repliés sur Hong Kong. Une partie du film se passe dans un hôtel qui est le Repulse Bay Hotel, et en fait qui venait d'être détruit, et qui était, parce que c'était un très bel hôtel colonial anglais, où la meilleure société chinoise venait, et c'était un lieu effectivement de circulation entre la haute bourgeoisie hongkongaise et les Anglais, et qui était donc la puissance coloniale. Et donc Anne Hoy avait voulu reconstituer le Repulse Bay Hotel pour Love in a Fallen City, et c'est sur ce décor-là que moi j'avais été la voir. Et j'avais suivi une journée de tournage en copinant avec Chow Yun-fat, et Cora Miao, je la connaissais déjà parce que je crois que Wen Wang, on l'avait rencontré. Oui, on avait fait quoi leur film? C'était quoi leur film? Pas Dim Sum, mais... Dim Sum. Si, qui est tout à fait charmant. Et, voilà. Et plus tard... Ils étaient à Hong Kong à l'époque.
Ils habitaient à Hong Kong, c'est possible. Ouais. Et moi, je les ai retrouvés après, beaucoup plus tard, au moment du film qu'ils ont fait sur que Wayne Wang a fait sur la rétrocession en 1997. Pardon ? Chinese Box. Chinese Box, exactement. Voilà, Chinese Box, où il y a de nouveau Cora Miao et Jeremy Irons. Et j'ai retrouvé. Et moi, à l'époque, je vivais avec Maggie Chung et qui jouait aussi qui jouait aussi dans Chinese Box, et donc j'avais retrouvé tout le monde, y compris Tom Loddy, qui en était le producteur, qui était l'un des bras droits de Francis Coppola, que j'avais rencontré dans d'autres circonstances. Et le Repulse Bay Hotel est devenu un objet tellement mythique dans la culture hongkongaise qu'il a fini par être reconstruit quasiment à l'identique. Et ultime paradoxe, quand j'ai tourné un film à Hong Kong, Boarding Gate, que j'ai fait avec Asia Argento il y a maintenant un certain temps, on a tourné dans le Repulse Bay reconstruit. Et donc il y avait une sorte de pont entre le jeune journaliste des Cahiers du cinéma, le jeune rédacteur des Cahiers du cinéma, assistant au tournage d'Hanoi dans le décor dans le décor du Repulse Bay Hotel, et moi bien plus tard filmant le Repulse Bay reconstitué. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est par rapport au roman, enfin la nouvelle, c'est le personnage féminin qui est divorcée et dont le mari meurt. On veut qu'elle soit la veuve et elle veut s'émanciper de cette contrainte familiale. Et en même temps, le film est assez complexe, qu'elle tombe amoureuse d'un mec un peu une sorte d'aventurier gigolo. Et c'est vrai que comme ils ont quitté Shanghai pour Hong Kong et puis les Japonais débarquent, on pouvait faire le parallèle entre l'arrivée, la rétrocession, les Chinois, etc. Mais après, le film est plus subtil par rapport à cette métaphore possible. Il y a beaucoup de films qui parlent de ça, Hong Kong, mais qui est l'idée que tout d'un coup, ils s'aiment à contresens de l'histoire avec un H, quoi. Au moment où les Japonais bombardent, c'est là où l'amour arrive, quoi. Mais il y a quand même ce côté, ce parallèle-là qui existe, qui est très présent dans le cinéma de Hong Kong, parce que même dans les Shaolin, c'était au moment... la bande des quatre et les pires choses de la Chine, quoi. Et les Chinois sont très chinois Han, si je puis dire, en termes ethniques, et que la dynastie Qing est une dynastie mandchoue. Donc les Mandchous, c'est pas des Chinois. Donc Shaolin devient comme le village Astérix par rapport aux Romains. Ça résiste, c'est la Chine pure qui résiste face aux Mandchous. Et tout d'un coup, quand ces films de Hong Kong, de Shaw Brothers proches ça, le message était clair. Hong Kong, c'est la vraie Chine qui résiste contre la Chine communiste, maoïste, qui est la négation même de la mémoire chinoise, quoi. Oui. Donc voir Shaolin qui résiste contre les Mandchous, c'était aussi Hong Kong, la vraie Chine qui résiste contre la Chine dévoyée par le maoïsme et la bande des quatre. Il y avait des lectures politiques dans tous ces films-là qui sont extrêmement intéressantes à faire. Hein? Oui, non, et puis il y avait, disons que Shaolin était aussi la Chine confucéenne, par opposition à Wu-Tang. Qui était c'était Lao Tzu, c'était le. Non, puis dans la boxe kung-fu, il y a ce qu'ils appellent le kung-fu externe, dit dur, physique, Shaolin, bouddhiste, et il y a ce qu'on appelle le kung-fu interne, Wudang, taoïste, plus doux, enfin, etc. Donc c'est aussi deux oppositions qu'on retrouve dans. Qui sont le moteur de beaucoup des intrigues du cinéma. Mais l'école de Wudang a existé, comme le temple de Shaolin a évidemment existé. Le plus fin sur la politique, et là je ne suis pas assez compétent, parce que je ne connais pas assez l'histoire chinoise, mais quand on discutait avec King Hu, il vous parlait de la différence entre la dynastie Song, la dynastie Ming, le pouvoir et tout. Il y avait une connaissance de l'histoire de la Chine, et je pense que quand on voit ces films, il y a des choses qui échappent par rapport à la lecture politique qu'il faisait de l'époque, etc., qui sont extrêmement complexes. Parce que lui, outre ce que tu as dit, connaissant la littérature, de la peinture et tout, il avait aussi une connaissance de l'histoire de la Chine, au sens entre le XIIIe siècle en France, entre Louis XV, Louis XIII et je ne sais pas quoi, c'est pas la même chose. On le sait un peu, nous, ici,
lui, il le savait parfaitement. Non, il y a cette idée que les écoles d'arts martiaux étaient construites souvent en opposition à la dynastie Qing, Mandchou, et que très souvent il s'agissait de combattre, comme d'ailleurs, mais c'est un fait historique, c'est-à-dire que des écoles d'arts martiaux se sont opposées et ont lutté, ont pratiqué une guerre de résistance contre l'envahisseur mandchou. Donc on va être obligé de trouver une conclusion. Pas tout de suite, on va laisser la parole, je pense, à la salle, mais je pense que voilà, on a bien balayé toute l'amplitude du... Non, c'est pas assez pour Charles. Charles pourrait continuer. Mais on va vous laisser la parole surtout. Donc... Bonsoir, merci d'être là. J'avais une petite question parce que vous allez à Hong Kong en 84, c'est ça? Oui. Donc, avril 84, il y a 40 ans exactement. Ouais. 4 années après, si je ne me trompe pas, il y a un système de censure qui se met en place à Hong Kong par rapport aux films qui pourraient déranger un peu plus la catégorie 3. C'est-à-dire que certains films étaient marqués comme interdits au public de 18 ans, plus de 18 ans. Même en notant des films passés, donc rétroactivement même. Et je me demandais si vous aviez déjà des échos en 84 d'une volonté politique de censurer certains films, ou si vous aviez eu des échos en 88 par vos contacts que vous aviez pu faire à l'époque, donc de ce système de censure qui s'était mis en place, et s'il avait un impact sur les productions ou pas. Il s'agit de films, bien sûr, pas le type de film qu'on a vu, quoique il y en a un qui pourrait peut-être passer dedans. Mais bon, il y a... Voilà. Donc c'était une question sur ça, merci beaucoup. Moi, non, enfin, disons que ce qui était... Non, on n'a pas... Non. Enfin, la réponse, non, ça ne faisait pas partie du débat, disons, à l'époque. Personne n'en a parlé, non. Y compris les gens du festival, les interlocuteurs, non. C'est pas... Enfin, disons, en tout cas, ça, c'était pas un... Oui, il n'y avait pas de visibilité, quoi. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, et je pense que ça a dû changer après par la suite, parce qu'il y a eu une production avec des choses très intéressantes d'ailleurs, etc. Mais c'était plus tard, je pense. Bonsoir, avant tout merci de votre présence et de cet échange. Je suis arrivé un quart d'heure en retard, donc peut-être que vous avez déjà abordé le sujet, mais tout simplement, comment vous avez eu l'idée en fait, de vous intéresser au cinéma de Hong Kong dans les années 80 voilà, comment vous avez venu l'idée? On l'a un peu expliqué. On l'a un peu expliqué, mais disons. J'étais pas le seul retardataire, donc peut-être que. Non, mais disons que ce que j'ai pas formulé, que je peux formuler peut-être beaucoup plus simplement, en disant que moi j'ai écrit sur le cinéma, au cahier du cinéma, entre 1980 et 1985. Et pendant ces 5 années-là, les 2 événements les plus remarquables dans le paysage du cinéma, c'était la découverte du cinéma chinois dont on ignorait tout, donc ça m'a beaucoup marqué, et la révolution des effets spéciaux dans le cinéma américain. Qui, de la même manière, j'ai eu l'impression d'être témoin en direct live d'une transformation radicale de ce qu'on pouvait faire au cinéma et la manière dont on pouvait le faire. Donc d'une certaine façon, j'ai été marqué par ces 2 événements dont à une époque où j'étais journaliste, donc d'une certaine façon scrutateur des variations sismiques au sein du cinéma. Et certes, pour moi, c'est pour ça que c'est une des raisons évidemment pour laquelle avec Charles on s'est retrouvés pour faire ce numéro spécial. Non, pour répondre très vite, moi je connaissais les films de Bruce Lee que j'adorais. Parce que quand on voit un film, on dit soit c'est l'histoire d'un mec ou c'est l'histoire d'eux, ou ça parle d'eux, et quand on a vu un Bruce Lee, on fait des gestes. Donc le fait qu'on dit qu'on avait un Bruce Lee faisant des gestes, ça dit tout de son cinéma, je trouve. Bien, après j'ai vu plein de films chinois
à Turin en 82, là, énormément. J'ai adoré, parce que c'était un continent de cinéma. Et puis j'avais vu aussi au Festival Transcontinent à la Chadado dans la salle, je crois que j'ai vu Father and Son en 81 au Transcontinent. Donc j'ai dit tiens, Hong Kong, un cinéma réaliste qui montre la ville, parce qu'on n'a pas parlé aussi de ça. C'est-à-dire que c'est du studio, et tout d'un coup il y a des gens qui commencé à filmer la ville, même dans Nomade qu'on a vu récemment, Artist Goes By, tout d'un coup ils se réapproprient la ville, et même le polar hongkongais a permis de filmer la ville, alors qu'avant c'est beaucoup des studios, c'est beaucoup le décor Shaolin, temple ancien, donc enfin, il y avait cet aspect-là qui m'a... Enfin, voir exclusivement. Oui, exclusivement, exactement. Et tout d'un coup, ça, et puis voilà, quoi. Et puis à Pesaro, en 83, j'ai rencontré Kingu, j'ai fait un entretien dans le numéro, j'ai vu Running in the Mountain, qui est une claque absolue, une sidération magnifique, un grand film politique sur la convoitise, le pouvoir, la succession, le manuscrit. Enfin, je commente extrait qu'on n'a pas eu le temps de voir. Hein. Et puis voilà, quoi. Donc, rien que ça m'a rendu curieux. Et j'ai découvert encore plus ce qu'était Simon Hong Kong sur place, et ça ne m'a pas lâché depuis, quoi. Voilà. Bonsoir et merci d'être là du coup. Moi j'avais une petite question un peu plus généraliste dans le sens où vous arrivez à Hong Kong en 84, vous découvrez un continent de cinéma comme vous le dites. Est-ce que vous découvrez une culture, je pense à Love in the Fallen City qui est adaptée d'une nouvelle de Eileen Chang. Est-ce que vous découvrez aussi une littérature hongkongaise qui est très très propre? On a beaucoup parlé cinéma, mais est-ce que vous découvrez aussi cet aspect-là de la culture? Non. Enfin, je veux dire, pour ce qui me concerne, moi, d'une certaine façon, quand je suis venu à Hong Kong, d'abord, non, j'ai pas lu la littérature hongkongaise parce qu'elle n'était pas traduite et que je parle pas chinois. Mais par contre, j'ai beaucoup lu François Cheng. C'est donc l'art de l'écriture chinoise. Enfin, disons que je me suis nourri de François Cheng pour comprendre la culture chinoise. Et c'est vrai que ça m'a donné aussi bien sur la poésie, sur le rapport à ce qu'était la poésie chinoise et à ce qu'était la peinture chinoise, des repères qui m'ont été précieux pour comprendre ce que je voyais au cinéma, dans le cinéma que je préférais. Comment dire, et ça a été vraiment mes bibles, enfin les deux livres, l'écriture poétique chinoise, puis l'autre, le nom m'échappe, bref, c'est celui sur la peinture, explique, au fond, m'ont donné la grille de lecture du cinéma chinois. Donc d'une certaine façon, j'ai approfondi mon intérêt, ma curiosité pour la culture chinoise, simultanément, alors que j'écrivais sur le cinéma. Et puis, il faut pas négliger quelque chose qui pour moi a été essentiel, ça a été la découverte de Simon Leys. Ma passion pour la Chine, pour la culture chinoise et pour, d'une certaine façon, une culture chinoise libre et non pas évidemment asphyxiée par la dictature de la bande des quatre dans la dernière période du maoïsme. C'est évidemment Simon Leys qui m'a ouvert les yeux, qui à travers son amour pour la culture chinoise m'a remis bien les pendules à l'heure quant à ce qui était de la politique chinoise de l'époque et de la façon dont elle était avalée tout cru par l'intelligentsia française. Je n'ai pas lu Simon Leys, contrairement à Olivier. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre un pays, une cinématographie, ça donne une soif de culture, si je puis dire. Et c'est après que j'ai lu beaucoup, outre François Cheng, Wan Cheng, sa fille, sur l'histoire de la pensée chinoise, Jean-François Bitter sur le taoïsme, c'est magnifique, et tout. Jean-François Bitter, c'est magnifique. Je vous recommande, si vous vous intéressez au taoïsme et tout, c'est magnifique, ces bouquins. Enfin bon, petite biblio en passant, ça fait. Et voilà, donc c'est vrai que ça, c'est après que ça m'a permis d'accompagner et de comprendre le cinéma avec cette couche en plus par rapport à la peinture chinoise. Quand on voit les King Hu, montagne, ciel haut,
l'histoire de la calligraphie. J'ai beaucoup lu des textes sur la calligraphie, parce qu'on n'a pas passé Reining, mais il y a le côté... la calligraphie, c'est pas seulement le tracé du pinceau, mais c'est l'écart du vide entre le moment où le pinceau est là et attaque la toile. Enfin, c'est des choses tout à fait passionnantes. Et quand tout d'un coup on voit les films, ça les éclaire sur un autre jour. Nous, je pense qu'on est un peu comme ça, Olivier. On est allé là-bas sans connaître tout ça. Mais c'est après ces films-là qui nous ont époustouflés, intrigués, puisque il y a une singularité unique quand même dans l'esthétique du cinéma mondial qui est propre au cinéma de Hong Kong, propre au cinéma chinois, aussi chez Xiaoxian, etc. Et tout d'un coup, ça donne envie de comprendre, quoi. C'est bien pour ça. Et c'est d'une certaine façon, comment dire, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est quand même un peu, et qui est tout de même, enfin pour moi, essentiel, qui ne figure pas dans ce numéro des cahiers, mais qui pour moi est synchrone, c'est la découverte du nouveau cinéma taïwanais. C'est-à-dire que dans le prolongement de notre voyage de notre voyage à Hong Kong, j'ai rencontré un jeune critique de cinéma taïwanais qui m'a dit « Mais vous êtes les cahiers du cinéma, vous défendez le cinéma moderne. Qu'est-ce que vous foutez à Hong Kong à regarder ces vieilleries du cinéma d'arts martiaux, etc. Alors qu'aujourd'hui, à Hong Kong, le système est en train de se libéraliser, qu'il y a des jeunes cinéastes qui font des choses très audacieuses, qui sont contemporaines, modernes, et qui devraient plutôt vous aimanter que ce sur quoi vous vous focalisez à Hong Kong. Donc je l'ai pris au pied de la lettre et je lui ai dit ok, d'accord, je viens à Taïwan et c'est évidemment un voyage qui m'a indéléblement marqué parce que à l'époque c'était encore le pays vivait encore sous la loi martiale, même si il commençait à y avoir un mouvement d'opposition, Chen Kuo-fu, ce jeune critique, m'a organisé une journée de projection et le soir j'ai rencontré les cinéastes. Cette journée de projection, j'ai vu 4 films, dont Les Garçons de Feng Kuei de Ho Xiaoxian et That Day on the Beach, le premier film de Edward Yang. Et il y avait une troisième personne qui était là, qui était l'opérateur d'Edward Yang, qui était Chris Doyle, qui deviendra plus tard un des très grands inventeurs de formes du cinéma chinois à travers sa collaboration avec Wong Kar-wai. Et là, encore une fois, moi j'étais aspirant cinéaste, j'écrivais encore au cahier du cinéma, mais moi ma voix c'était pas l'écriture, c'était pas la critique, pour moi j'avais l'impression de me nourrir et de nourrir mon désir de devenir cinéaste. Et donc avec les cinéastes du nouveau cinéma taïwanais, pour moi, ça n'était pas un rapport de cinéphile à réalisateur, c'était des frères, c'est une histoire d'amitié, c'était une histoire d'amitié en particulier avec quelqu'un pour qui j'ai encore la plus grande affection et passion qui est Edward Yang, mais tout autant avec Ho Xiaoxian, mais avec qui la conversion était plus difficile parce que Ho Xiaoxian ne parle pas anglais, tandis que Edward Yang parlait parfaitement anglais. Il avait étudié aux États-Unis et donc on communiquait. La communication allait plus vite, elle était plus vive. Et évidemment, parce que c'est l'écriture qui m'y a fait penser, j'ai rencontré aussi à cette occasion-là Wu Nianzhen et Chu Tianwen, qui sont l'une et l'autre, des écrivains importants de cette époque-là, liés au mouvement démocratique qui allait finalement avoir la peau de la loi martiale imposée par le Kuomintang et allait ouvrir la porte, a contribué à ouvrir la porte à la démocratie à Taïwan, qui reste aujourd'hui la principale démocratie dans le monde chinois. Je crois qu'il y a une dernière question là-haut. Bonsoir. Je suis là.
vous avez évoqué tout au long de cette discussion la notion de filiation entre différentes époques, différentes villes, le cinéma de Shanghai. Et quelle est l'empreinte ou les échos que vous trouvez dans le cinéma contemporain, que ce soit en Chine ou dans d'autres parties du monde? Quelles traces laissent ces films que vous avez présentés, que vous avez évoqués? Grande question, hein, mais enfin non. Peut-être pour bien voir tout le truc, enfin tout l'ensemble, pardon. Le cinéma chinois est né à Shanghai. C'est développé à Shanghai, a existé à Shanghai, y compris pendant l'occupation japonaise avec la période dite de l'île orpheline, hein, et aussi avant la victoire des communistes au pouvoir. Quand la RPC existait, eux ont voulu doucement, sûrement et efficacement la mort du cinéma shanghaïen comme entité. Ils ont voulu faire de Beijing la capitale du cinéma. Je dirais qu'ils ont réussi avec Shanghai. Ils sont en train de réussir avec Hong Kong, qu'ils ont aussi absorbé. Et ce qui est intéressant par rapport à ce centre-là, et après, quand on a parlé de Marco Müller en 82, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont rouvert la Beijing Film Academy à cette époque-là, au moment où on pouvait libérer les pellicules des archives. Et les Chang Yimou et tous ces cinéastes-là ont découvert, quand ils étaient à l'école de cinéma, Chiang Kai-ge et plus tard Cha Song-ke, ces films-là, faits par les Shanghaïens des années 30-40, et eux, et notamment Cha Song-ke, ont été bien sûr très influencés par cette école à la fois du roman sentimental, de la préoccupation sociale, les Sun Wu, enfin, etc., qui a influencé ce cinéma plus de la 6e génération que de la 5e, peut-être. Hein. Et à Hong Kong, on a surtout vu le report art martial, mais c'est vrai qu'avec d'autres cinéastes, dont Hanoï, Love City, Wong Kar-wai, le rapport à la mélodrame et à tous ces récits-là. Stanley Kwan aussi. Stanley Kwan, pardon. Oui, Stanley Kwan, central, parce qu'il a même fait un film avec Maggie Cheung sur Wang Lingyu, la star qui s'est suicidée. Center Stage qui va sortir, ils vont ressortir, je crois, les Stanley Kwan. Programmé ici aussi. Là, ces cinéastes-là, on voyait qu'ils s'étaient préoccupés par ce lien-là. Là où c'est plus complexe, c'est par rapport à Taïwan, où c'est vraiment la nouvelle vague qui l'a révélé, parce qu'il était préférable d'aller travailler à Hong Kong, parce que Chang Cheh a d'abord été à Taïwan, et après il est venu travailler à Hong Kong. Hein. Mais après, il a fait l'aller-retour. Il a fait l'aller-retour. Il a fait l'aller-retour, il était à Shanghai. Mais son premier choix, s'il avait tourné à l'époque du Kuomintang, mais avant en Chine, un film qui se passait à Taïwan, et puis il a été là-bas et tout. Enfin, mais c'est intéressant de voir, parce qu'il y a un cinéma taïwanais qui a existé, mais qui est un cinéma en langue taïwanaise, plutôt des années 60. Quand c'était un cinéma mandarin de propagande, c'est vraiment la nouvelle vague qui a ouvert et qui a créé des nouveaux liens narratifs et esthétiques avec le tronc commun, je dirais, d'un cinéma chinois qui a été éclaté, mais qui a existé à partir de Shanghai, à partir de cinéastes importants, Chen Shuli, Fei Mu, tous ces cinéastes-là. Donc c'est vrai qu'il y a la tradition des arts martiaux, mais il y a la première étape, ça a été Zhu qui a redonné un nouveau souffle à ce genre-là par rapport aux effets spéciaux. Puis après, le Ang Lee 2000 avec Cheng Pei-Pei et tous ces trucs-là. Maintenant, tout le monde fait ça en Chine. Et même John Woo en a fait, Trois Royaumes. Et puis, oui, disons que... Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment... Parce que les arts martiaux, ils en ont fait dans les années 20 et 30 en Chine. Hein, mais c'est des films perdus. Ça existait. Et comme les Japonais ont attaqué la Mandchourie, ils ont bombardé Shanghai, les studios, ils sont mis à faire des films réalistes sociaux, et c'était un peu la fin du genre, qui ensuite a ressuscité à Hong Kong. Donc c'est intéressant de voir comment Shanghai était le creuset de tous les genres en termes esthétiques et narratifs, et comment ils se sont dispersés à différents moments dans les différentes régions où reviennent aujourd'hui dans le cinéma chinois. Ouais, moi je voudrais juste reprendre sur cette question de l'influence sur le... Enfin, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Et d'une certaine façon, je trouve que le bilan est à la fois... oui, enfin, il est à la fois déterminant, parce que je pense que le cinéma chinois et l'écriture du cinéma chinois de genre a marqué le cinéma international, le cinéma mondial. Donc il me semble qu'il y a un avant et un après, la découverte de ce cinéma qui, pendant quelques années, a été d'une modernité fulgurante. Le cinéma hongkongais et le cinéma taïwanais qui se libérait
tout d'un coup, révélait un nouveau cinéma, une nouvelle manière de faire du cinéma, et je pense que personne ne faisait des choses aussi fortes ou aussi intéressantes que ce qui se passait dans ce cinéma-là à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il en est resté? Le cinéma taïwanais, il n'y en a quasiment plus. Le cinéma hongkongais est en train d'être... On achève de l'asphyxier, enfin la censure chinoise achève de l'asphyxier, et le cinéma chinois, aujourd'hui, a été ravagé par la censure, et les jeunes cinéastes chinois, je ne crois pas qu'ils puissent faire les films qu'ils ont envie de faire ou qu'ils pourraient faire et qui raconteraient aujourd'hui le monde dans lequel ils vivent. Là où j'aurais pas parié là-dessus, parce que je pensais que la censure se dénouerait progressivement, que le cinéma qu'il pourrait y avoir dans une Chine libérale, éventuellement libéraliser un cinéma chinois ambitieux, moderne, stimulant, etc. C'est le contraire qui s'est passé. Là, c'est un peu la censure a eu la peau de ce qui se faisait d'intéressant, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se fabrique? Au fond, dans le meilleur des cas, on peut dire que c'était Tsui Hark qui avait raison. Zou est le film matrice des méga-productions, des blockbusters chinois qui aujourd'hui envahissent les écrans en Chine, et qui sont d'un intérêt inégal, mais enfin qui n'ont certainement pas la liberté de penser, la vivacité, la profondeur de ce qu'ont fait en leur temps Wong Kar-wai, Ho Hsiao-hsien ou Edward Yang, et évidemment on ne peut que le déplorer. Bon, mais ça sera sur ces mots un peu mélancoliques. On va vous remercier tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup Charles Tesson et Olivier Assayas.